qu'on va tout de suite attaquer la première table ronde et donc je donne la parole à Françoise. Donc cette table ronde, ça va permettre d'éclairer certainement ce que nous a présenté Thierry Calvat, et ça va aussi sans doute corroborer certains résultats qui est obtenus. Et puis là, on était dans le macro, on va passer vraiment dans le micro, puisque là, c'est vraiment des histoires singulières qui nous seront racontées à travers ces 5 témoignages, et on a voulu assez représentatif d'une population qui est très diverse, puisque Amy a été jeune aidante, elle va nous expliquer. Annie, qui est à côté de moi, est aussi aidante, mais aussi aidante des aidants, parce qu'elle est représentante des usagers et aussi patiente partenaire. On va avoir ainsi comme ça des témoignages aussi de personnes qui ont accompagné leur conjoint, et finir par Johanna Ross, qui est une infirmière en technique avancée, en pratique avancée plutôt, à la clinique de la Porte de Saint-Cloud. Donc, pour commencer, on va commencer par la Benjamine Amy Martelin. Et merci Amy d'être venue, parce que je sais que c'était pas facile. Amy, donc, vous avez 24 ans aujourd'hui. Vous avez une licence de psychologie, mais aujourd'hui, vous avez décidé aussi de faire d'être dans une période de reconversion, et vous êtes engagée dans l'association La Pause Brindille à Lyon, hein, c'est ça. Donc, il y a 10 ans, ou alors que vous aviez donc 13 ans, votre petite sœur de 4 ans a eu un cancer au niveau du cervelet, et évidemment, ça a été un tsunami dans la famille. Et ça a été un moment où beaucoup de choses se sont en fait brisées, même je dirais, et brisées dans votre quotidien, puisque vous avez été placé finalement auprès de votre grand-mère, parce que votre maman est restée au chevet de votre sœur tout le temps, et vous arriviez à voir vos parents un petit peu le week-end. Oui, c'est ça. Mes parents se relayaient une semaine sur 2, et je les voyais un peu. Je voyais donc très peu mes parents. Mes grands-parents étaient aimants et entourants, et donc il n'y avait aucun souci sur ça. À quoi ils jouent là? Il n'y avait aucune inquiétude de leur part, le fait que je sois plus dans le foyer familial. Oui, mais ça a donc eu des répercussions assez fortes pour vous, au niveau scolaire, au niveau psychologique. Oui, bien sûr, sur tous les niveaux. À 13 ans, on est en bonne période de développement et de crise identitaire. Et à ça, on m'a arraché mes parents. Et en plus, ma petite sœur avec, tout ce que le cancer amène avec lui. Au niveau scolaire, j'ai toujours été une assez bonne élève, moyenne, sans plus. Mais ça m'a amené à beaucoup de troubles de l'apprentissage, troubles de la concentration. Ma tête était bien ailleurs. J'étais pas du tout, personne n'est préparé à ça. Et ça a été vraiment une annonce du jour au lendemain. Donc sans préparation préalable. Voilà, ça a été un tsunami. Comme vous avez dit, il y a l'annonce, et puis il faut faire avec. Il faut gérer avec les aléas. Et là, en fait, vous avez aussi pas pris conscience que quelque part, vous étiez aidante, parce que finalement, votre sœur a été hospitalisée un certain temps, mais quand son état s'est aggravé, elle est revenue à la maison en soins palliatifs. Exactement. Et vous avez assumé des rôles auprès d'elle. Hein. Ouais, expliquez-nous un petit peu. Je n'avais pas conscience d'être aidante, puisque ce mot chez moi n'existait pas. Pourtant, ma grand-mère était aidante, mes parents étaient aidants du coup. Mais chez nous, on ne parlait pas d'aidants, et encore moins de jeunes aidants. Les frères et sœurs, on n'y pense pas. On se dit, ils ne sont pas aidants, ils ne font pas les soins, ils ne font pas les rendez-vous. Donc, il n'y a pas forcément grand-chose à voir avec eux.
n'est pas forcément très considéré. Et puis, aidant, je me reconnaissais pas, et aujourd'hui, je me reconnais pas là-dedans, puisque j'aidais pas. Alors, syndrome du jeune aidant, on minimise beaucoup ce qu'on fait, ce qu'on a fait et l'impact que ça a dans le quotidien. Et du coup, aidant, je trouve que c'est un terme qui ne correspond pas, puisqu'on n'aide pas, et à la fois notre quotidien est bouleversé entièrement. Mais alors à la pause Brindille, on appelle ça des jeunes aimants, où, vu qu'on apporte plus de l'aide émotionnelle et du soutien moral, on essaye de jouer avec les mots, mais c'est pas... À faute de mieux, on prend. Donc, vous m'avez dit aussi, quand on préparait cette table ronde, que finalement, vous avez été une jeune aidante négligée, même si vos parents ont essayé de tout faire pour, et de garder, au contraire, le maximum de contact avec vous, vu la situation. Mais malgré tout, il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé après le décès de votre sœur. Ouais. Négligé dans le sens où, comme je vous l'ai dit, les frères et sœurs ne sont pas forcément pris en considération, comme si, pour les soignants, on n'était pas forcément utile, puisqu'on n'apportait pas d'aide dans la vie familiale, et pourtant si. Négligé aussi dans le sens où la maladie a fait que j'avais plus mes parents, et j'avais beau avoir toute la planète autour de moi et toute la famille autour de moi, j'avais pas mes parents et j'avais pas ma sœur et j'avais un autre cadre familial. Négligé aussi dans le sens où rien n'était mis à ma disposition. Rien n'était fait pour les frères et sœurs. Il n'y avait pas de lieu pour parler, pour qu'on m'écoute, pour qu'on me demande si je vais bien. Il y avait la psychologue de service, Anna Nové-Josserand, que je remercie encore grandement, puisque c'est la psychologue de service qui m'a dit « Et toi, si ça va pas, tu peux venir ». Elle n'était pas faite pour les frères et sœurs, mais elle m'a écoutée et c'est avec elle que j'ai fait un travail ensuite. Et négligée dans le sens où rien n'était mis à ma disposition pour que j'en parle et pour que je puisse ouvrir la vanne et en parler. Et pour les parents, il y avait... Donc c'est ça qui vous a manqué particulièrement, c'est ce manque d'accompagnement. Ouais. Et vous m'avez aussi parlé au niveau dans la scolarité, au niveau des professeurs. Ouais, j'ai eu beaucoup de professeurs négligents avec beaucoup de phrases du type il faut que tu arrêtes de t'écouter, il faut pas te donner d'excuses, alors que j'avais ma sœur qui avait la tête amochée, qui était amochée par les chimiothérapies, parce qu'un enfant de 4 ans et la chimiothérapie, ça fait jamais bon ménage. Des phrases hyper choc, remets-toi en question, si tu échoues, c'est de ta faute. Voilà, donc une non-sensibilisation de mes professeurs qui étaient largement au courant, puisque beaucoup de réunions avec mes parents, les CPE, etc. Et aucune aide en plus. Il y avait des jours que je loupais, puisque ma tête était bien ailleurs. Mon mental et ma santé mentale a été bien impactée, puisque au niveau physique, j'aidais pas. Donc mon mental a tout pris, et c'est vrai que rien n'était fait. Et j'avais personne à mon écoute pour m'accompagner, pour m'aider dans les devoirs, pour tout en fait. Merci beaucoup, Amy, d'avoir partagé avec nous ce témoignage. Je sais que c'était difficile de faire de venir, mais c'est important aussi justement d'entendre votre voix. Vous faites partie des 7% des jeunes aidants. Quand même pas non plus énormément, mais on se rend compte qu'il y a certainement des choses à faire pour un peu mieux accompagner. Je pense qu'il y a tout à faire pour les jeunes aidants. Oui. Avec la pause Brindille, du coup, avec qui je suis. Oui, expliquez en 2 mots. Bien sûr. La pause Brindille est une association lyonnaise qui vient en soutien aux jeunes aidants à travers des ateliers, un service d'écoute, qui sensibilise le grand public, les professionnels et évidemment, j'ai pris à cœur ce rôle et de rentrer avec eux. Et du coup, la pause Brindille sensibilise plus largement
et essaye de faire reconnaître ce statut un peu particulier de jeune aidant, qui est transpathologique, puisque du moment où on a un proche malade en situation de handicap ou d'addiction, sans compter le degré d'aide, tant que le jeune est impacté et qu'il a moins de 25 ans, la pause Brindy l'accueille à bras ouverts. Et j'aurais rêvé avoir la pause Brindy, et je le dis de nombreuses fois à Axel Wanderley, la directrice et fondatrice de l'association. J'aurais rêvé avoir la pause Brindy. Mais je suis heureuse qu'aujourd'hui, les jeunes puissent avoir cette association. Ouais. Merci Amy. On reviendra. On aura sans doute des petites questions. Bien sûr. Je juste demande aux techniciens là-haut si vous pouvez laisser la parole à Sabine Assailly, qui est avec nous depuis 8h30 ce matin, quasiment. Bonjour Sabine. Bonjour Françoise. Alors Sabine, vous avez vous aussi été une aidante. Je dis été parce que votre mari aujourd'hui, en 2006, a eu un cancer du rectum, et il a eu une chirurgie, et vous l'avez accompagné dès l'annonce du diagnostic. Hein. Mais oui, tout à fait. Et donc vous pouvez nous dire un petit peu quel a été votre rôle d'aidante? Alors écoutez, comme disait Amy, aidante, on n'y pense pas tellement à ce moment-là. Parce que si vous voulez, l'annonce, c'est, comme elle a dit, un tsunami qui vous tombe sur la tête. Moi, c'était la première fois que j'étais confrontée avec un cancer. Donc, en fait, le mot aidante, moi, c'est venu beaucoup plus tard. Parce que pour moi, c'était une chose naturelle. Il a fallu prendre le cas à bras-le-corps, c'est-à-dire s'occuper des rendez-vous, essayer qu'il soit le mieux possible, mais bon, voilà. Et à l'époque, moi, par contre, aussi, je ne connaissais absolument pas des associations pour nous aider. Ça n'existait pas. Donc, en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu un mari qui a été très coopératif, c'est-à-dire qu'il s'est laissé soigner à l'avant, mais bon, du jour au lendemain, il a fallu changer le rythme de la vie dans tous les domaines, hein, aussi bien, surtout pour lui, le problème de la nourriture, parce que évidemment, quand vous avez un cancer du rectum et que vous vivez avec une poche, il faut faire très attention. Voilà. Alors, comme je disais, c'était organiser les soins, les rendez-vous de médecins, qui puisse avoir un contact avec son bureau, parce que bon, c'était en 2006, donc il bossait encore, il bosse encore, à 78 ans, et organiser aussi les visites des amis, des uns et des autres. Voilà. Et par contre, comme elle disait, Émilie était très jeune. Pour essayer de tenir le coup, j'ai continué à faire certaines de mes activités. Parce que, puis il avait tout le temps des visites et tout, mais il se contentait d'être seul, je veux dire, entre les rendez-vous et tout. Et ce qui n'est pas facile, c'est les rendez-vous. Parce que les rendez-vous, vous vous attendez pendant des heures et des heures, même quand on vous convoque. Et donc ça, cette période-là a été, je ne sais pas, pour moi, ça a été naturel. Je ne me suis pas posé de questions. Hein. Et c'est après, vous m'avez dit, c'est après, vous avez adhéré à l'association Choix Vital, un petit peu par hasard, amené par une amie. Mais voilà, expliquez-nous ce que ça vous a apporté. Alors, écoutez, ça a été un coup de hasard parce que une fois que mon mari avait tourné, qui avait commencé un petit peu à reprendre son boulot, on lui avait dit, écoutez, allez faire une thalasso, l'eau, ça vous fera du bien. Et j'ai rencontré quelqu'un avec qui on a parlé et qui un jour me dit, m'envoie un mot en disant, voilà, j'ai une réunion à l'hôpital américain, Choix Vital, parler des cancers. J'ai dit, mon Dieu, dans quoi elle m'emmène? Je ne savais pas du tout ce que c'était. Et je dois dire que ça, c'était après le cancer de mon mari.
Et je dois dire, voilà, j'ai mis un pied, deux bras, la tête et tout le reste. Et pour moi, ça a été pendant des années et des années quelque chose de très positif. Parce qu'on m'a appris à parler à un malade. On a été très entourés. On m'a appris à mieux s'occuper d'un malade. Et en fait, on se retrouvait entre nous. On était dans la même galère, finalement. Et ça m'a beaucoup aidé après, pour moi, parce que 10 ans après, je suis passée de l'autre côté de la barrière. Voilà. Oui, parce que vous avez commencé par être aidante et puis vous avez été aussi vous-même touchée par le cancer. Voilà. Et ça vous a un peu armé aussi, toute cette expérience. Ben, complètement, parce que j'ai eu, si vous voulez, comme mon mari, on a eu, par contre, par les équipes médicales, on a eu beaucoup de chance. On a été très bien entourés. Et comme vous disiez tout à l'heure, les associations, je ne connaissais pas, donc je ne savais pas du tout à qui m'adresser. Et là, moi, pour mon cancer à moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que je connaissais plein de gens. Donc j'ai été pris très très vite. Et en fait, on lie des amitiés dans ces associations et on en garde certaines. Vous en avez une à votre droite. Hein. Et je dois dire qu'on continue à s'aider parce que bon, quelquefois, on a encore des effets secondaires. Hein. Faut pas... Mon mari a eu de la chance, il n'a pas eu de chimio. Il ne sait pas ce que c'est. Mais je veux dire, quand les amitiés qu'on s'est créées, on continue à se voir. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Et ça, c'est important. Hein. C'est important. Oui. Il faut trouver des associations qui vous donnent des choses positives, surtout pas négatives. Et les gens négatifs, il faut les mettre de côté. C'est un très bon conseil. Les personnes toxiques, comme je les appelle. Il y a des personnes toxiques qu'il faut mettre de côté. Surtout pas. Et puis alors, il y a une phrase que les gens qui ne sont pas dedans, la phrase qui se termine bon courage. Alors ça, on l'enlève du vocabulaire. Hein. Voilà. Merci beaucoup, Sabine. Bonne continuation. Merci. Mais restez avec nous. Restez avec nous. Oui, il y aura peut-être des questions. Maintenant, nous allons passer la parole à Anoucha. Anoucha, je ne sais pas si on peut vous voir. Voilà, bonjour Anoucha. Merci. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Et c'est encore un autre témoignage. Vous êtes encore très jeune, ça se voit, mais vous étiez encore plus jeune quand votre mari on lui a découvert un cancer. Et il a eu donc une colostomie. Et avec aussi donc de la chimio, il a eu aussi, puisqu'il avait été diagnostiqué d'un cancer du côlon. À l'époque, votre mari avait 33 ans, vous en aviez 26 ans, 26. Donc, ça a été un moment très particulier parce qu'en plus, la chimio, ça a coïncidé à la période du premier confinement. Oui, c'est ça. Au niveau et vous étiez très éloigné de votre famille. La famille de votre mari était en Irlande, je crois, et vous et votre famille étaient à 500 km. Donc au départ, ils ont pu venir. Et ensuite, il y a eu où la France s'est arrêtée, où on nous a mis des frontières et on ne pouvait plus quitter notre territoire à plus de 1 kilomètre, non ? C'était ça, non ? On avait le droit. Et là, vous vous êtes retrouvés dans une situation très particulière parce que ça a eu aussi des répercussions sociales importantes et des répercussions financières. Oui, oui, tout à fait. Pardon, j'ai eu une petite toux. J'espère que vous m'entendez bien quand même. On vous entend. Ok, super. Oui, ça a été très dur pour nous. J'avoue que j'ai été assez surprise par certains chiffres que vous présentiez, que 58% des aidants ont dit que c'était positif. Alors moi, je fais clairement partie des 21%. Pour moi, ça a été très négatif d'être aidante. Mais ça ne veut pas dire que je ne le referai pas parce que, comme disait Sabine, en fait, on ne se pose pas la question, on le fait. Je pense que c'est pour ça qu'il y a ce chiffre aussi élevé aussi. Même si, voilà, moi j'ai fait une dépression, ça a été très très dur pour moi.
Mais si ça arrivait demain, je le ferais à nouveau sans me poser de questions. C'est pas un choix quand on aime la personne, en fait. Donc, on se pose jamais en se demandant qu'est-ce que je vais faire. Simplement, on le fait, en fait. Euh, ouais, pour moi, ça a été très négatif. Ça a été très violent. Comme Expliquez-nous disait, justement, expliquez-nous un petit peu comment ça a été négatif. Oui, comment ça a été négatif? Pour faire court. Bah, déjà, on était très jeunes. Enfin, voilà, je pense que c'est violent à tout âge, mais évidemment, quand on est très jeune, enfin, moi j'avais 26 ans, ça faisait, voilà, ça faisait 2 ans qu'on était mariés à ce moment-là. Mon mari, il avait aucun facteur de risque, et du jour au lendemain, vraiment, bah voilà, un jour il n'y a pas le cancer, le lendemain il y a le cancer, et on ne sait pas comment faire. Donc ça a été très dur d'être jeté là-dedans, en fait, dans le monde médical. Mon mari, il est irlandais, donc il parle français, mais il n'est pas francophone natif, donc il y a beaucoup de choses aussi qui étaient dures pour lui. Donc mon rôle d'aidante est aussi beaucoup passé par ça, l'interprétariat, la traduction, et m'assurer qu'il comprenait bien et que les messages passaient bien entre lui et l'équipe médicale. Donc déjà, quand on est plongé dans le monde médical et le monde du cancer et qu'on n'y connaît rien, c'est très compliqué. Et en plus, là, il y avait la barrière de la langue, donc ça, c'était pas facile. Et après, pour moi, ce qui a été très dur, c'est que je me suis vraiment isolée, en fait. J'avais l'impression que autour de moi, on ne comprenait pas ce qui se passait dans ma vie. Et du coup, petit à petit, j'ai fini par plus trop en parler parce que j'en avais marre des faux conseils, en fait, et des gens qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Donc voilà, après, c'est pas quelque chose à faire d'arrêter de parler. Je le conseille pas parce que moi, c'est ça aussi qui m'a plongée dans la dépression. C'était un cercle vicieux, en fait, et une fois qu'on est rentré dedans, c'est très dur de s'en sortir. Donc moi, je me suis beaucoup isolée, et là-dessus, voilà, il y a eu aussi le confinement et le Covid. Donc là, c'était un isolement, enfin, total. Et par rapport donc, vous m'avez évoqué ces difficultés financières puisque votre mari était auto-entrepreneur et là, il y avait à l'époque aucune couverture sociale. Et ça a un peu changé là maintenant. Hein. Et vous avez très vite, au bout de 2 mois, je crois, vous avez commencé à faire des dossiers pour demander des aides. Oui, même un peu plus vite que ça, parce qu'il y a eu plusieurs dossiers. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, mon mari avait plus du tout de revenus. Et moi, j'avais un revenu, enfin là, j'avais moins de 1 300 € par mois. Donc on avait moins de 1 300 € par mois pour deux. On vivait à Toulouse, on avait 700 € de loyer. Donc rien que ça, voilà, ça part très vite. Voilà, vous êtes en région parisienne, donc je pense que voilà, vous savez que ça part vite. Donc du coup, assez rapidement, il a fallu trouver une solution financière. Après, nous, on avait quand même de la chance, on avait des économies et nos familles pouvaient nous aider si besoin, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré une assistante sociale dans la première clinique où mon mari a été hospitalisé, parce qu'il a eu une clinique où il a été hospitalisé et après une clinique où il a suivi sa chimio. Donc, dans la première clinique, il y avait une assistante sociale et donc je suis allée la voir ça dès le début, enfin dès les premières semaines en fait. Et elle m'a dit de faire un dossier, enfin elle m'a aidé à faire un dossier pour, alors à l'époque c'était le régime social des indépendants, maintenant c'est passé sur le régime général, mais en 2019 c'était encore le RSI. Donc du coup, le RSI nous a donné une aide exceptionnelle en une fois, il me semble que c'était 1 000 €. Et après elle m'a dit de voir avec notre mutuelle. Moi j'ai fait un dossier avec la MGEN, parce que c'était notre mutuelle. Et la MGEN nous a aussi donné 1 000 €. Alors, du coup, 1 000 €, ça paraît pas mal comme ça, mais il faut savoir que mon mari n'a pas travaillé pendant 1 an. Donc, en fait, pendant 1 an, on n'avait que globalement 1 300 € pour deux par mois. Donc, en fait, 1 000 € étalés sur 1 an, c'est pas grand-chose, mais c'était déjà bien. Et ensuite, mon père, qui est médecin, lui, il connaissait d'autres aides, donc il m'a dit essaye de faire un dossier avec la MDPH, donc la Maison des personnes handicapées. Peut-être qu'il aura droit à quelque chose. Et honnêtement, je n'y aurais jamais pensé par moi-même parce que quand on pense cancer, on ne pense pas handicap. Mais c'est en fait une maladie chronique et un handicap chronique qui est reconnu par la MDPH. Donc ça, c'est un conseil que je peux donner aussi
aux personnes touchées par le cancer, c'est de se rapprocher de la MDPH. Le mot handicap, il peut faire peur, mais enfin, il ne devrait pas en fait. Donc, il y a, après la MDPH, pardon, le problème, c'est que le dossier est très lourd. Donc ça, c'était difficile à faire. Moi, je l'ai fait, j'ai regardé les dates là avant le colloque, je l'ai fait le 19 décembre 2019, sachant que tout ça, pour nous, ça a commencé en octobre 2019. Donc je l'ai fait un peu plus de 2 mois après. Il faut savoir que c'est rétroactif. Donc du coup, j'ai déposé le dossier en décembre 2019 et les aides techniquement devaient commencer au 1er janvier 2020. Mais pour vous donner une idée des délais, on a commencé à les recevoir en octobre 2020. Donc en octobre 2020, on a reçu, en fait, comme c'est rétroactif, de janvier à octobre d'un coup. Donc ça, pareil, c'est difficile parce que nous, voilà, on n'a pas de souci pour gérer un budget, mais on reçoit plusieurs milliers d'euros d'un coup et il ne faut pas les dépenser d'un coup. Il faut se dire, ça, c'est pour tous les mois qui sont passés. Et voilà, donc c'est un peu compliqué en termes de gestion financière quand même, il faut l'avouer. Donc voilà. Donc vous nous avez donné 2 conseils déjà que j'ai retenus qui étaient de ne pas rester isolé. Le deuxième aussi, c'est d'aller s'intéresser aux aides financières aussi. Et c'est long, mais il faut essayer de faire des dossiers. Est-ce que vous auriez un 3e conseil à nous donner ? Oui, alors moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est écrire ce qui se passait. Donc après, voilà, l'écriture, c'est pas fait pour tout le monde non plus. Moi, c'était une de mes ressources, clairement. Écrire, c'est quelque chose que j'ai toujours fait dans ma vie. Et comme je m'isolais beaucoup, en fait, je racontais tout à l'écrit. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en octobre 2019, mon mari a été hospitalisé, on lui a découvert le cancer. Et moi, j'étais en arrêt maladie. Mon médecin m'a mise en arrêt maladie pendant plusieurs semaines en octobre. Et je dormais à la clinique. Je passais mes journées à la clinique et je dormais à la clinique avec mon mari. Et j'avais apporté mon ordinateur et j'ai raconté tout ce qui se passait, en fait. Et après, j'ai continué, après l'hospitalisation, etc., j'ai continué vraiment au jour le jour à raconter tout ce qui se passait. Donc, je racontais rien à personne, mais je racontais tout à mon journal, globalement. Et ça m'a vraiment aidée parce que je me posais, je racontais tout. Et après coup, je l'ai relu et donc ça m'a permis aussi de voir toute mon évolution parce que j'ai écrit pendant un peu plus d'1 an. Et même aujourd'hui, des fois, quand je relis, j'ai l'impression que c'est la vie d'une autre personne. Je me dis, mais c'est pas possible tout ce que j'ai traversé et tout ce que j'ai vécu. Il y a des moments où j'allais vraiment très mal et quand je relis, je me dis, ah oui, j'étais vraiment au plus bas à ce moment-là. Puis après, je remonte et je redescends. C'est assez intéressant, même pour moi-même, de voir mon propre parcours. Donc ça, rien que pour soi-même, c'est quelque chose que je recommande d'écrire quelque part. Ça permet de mettre à distance et de mettre à plat ce qu'on ressent. Et ensuite, moi, ce que j'essaie de faire maintenant, c'est partager mon histoire comme je le fais maintenant. Et voilà, j'essaie aussi de publier ce que j'ai écrit pour que d'autres personnes puissent avoir cette inspiration un peu et ce modèle de qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dans cette situation. Mais aussi pour tous ceux qui ne sont pas passés par là et qui ne savent pas, en fait, parce que pour moi, c'est très important d'expliquer ce qui peut se passer dans nos têtes et dans nos vies et qu'un maximum de gens soient au courant, en fait, de comment ça peut se passer pour nous, parce qu'on est quand même dans l'ombre, globalement. Merci beaucoup pour ce dernier conseil d'écrire pour soi ou avec l'idée après de publier. C'est ce qu'on espère pour vous, que vous arriverez à trouver un éditeur. Merci beaucoup à Anoucha d'avoir partagé aussi votre témoignage. Merci. Donc, je vais passer la parole à Annie. Annie, donc, que j'ai un peu présentée, qui est donc une patiente partenaire, comme moi, formée à l'UDP, à l'Université des patients Sorbonne Université. Mais qui, avant de faire ça, était déjà bien impliquée auprès des patients et donc à l'hôpital américain en tant que patiente partenaire. Maintenant aussi représentante des usagers à la clinique de la Porte de Saint-Cloud. Et puis, dernièrement, là, il y a quelques mois, créatrice, fondatrice de l'association Cancer Écoute Partage. D'accord. Donc c'est une belle expérience et une longue expérience, mais j'avais envie un petit peu
d'interroger sur ce parcours qui a été évoqué là justement dans les résultats de l'enquête concernant la période du Covid, puisque tu étais dans les établissements, tu étais à la fois à l'hôpital américain et à la clinique de la Porte de Saint-Cloud. Alors, qu'est-ce que toi, tu as pu constater par rapport à ce que tu as vu les résultats? Oui. Qu'est-ce que tu as constaté? Alors, bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis très honorée d'être avec vous aujourd'hui pour essayer d'améliorer l'aide pour les proches aidants. Alors, comme dit Françoise, j'ai été pris par la crise sanitaire. À l'époque, donc, j'étais dans une association qui a été citée tout à l'heure par Sabine. Quand le Covid est arrivé, je me suis dit, non, on n'a pas le droit de laisser les proches aidants, puis les patients évidemment, mais les proches aidants tout seuls. Et donc, j'ai lancé dans des groupes de parole en visioconférence. Bien que, il faut savoir que l'association dont je dépendais, parce que là, comme j'ai énormément de choses à faire à l'hôpital américain, j'ai un peu, je les ai laissés un peu tomber, mais sans plus. Donc, j'ai eu du mal quand même à demander aux membres et aux médecins de faire de la visioconférence, de s'occuper des proches aidants. Il y a à savoir que ce groupe de parole est animé uniquement par des oncologues qui sont en activité ou des fois à la retraite, mais plutôt en activité, et habitués au présentiel. Donc là, j'ai rencontré quand même un petit peu de difficultés, mais je n'ai rien laissé tomber, j'ai foncé dedans. Et parce que j'avais une demande, en définitive, parce que j'ai beaucoup de proches aidants. J'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche un peu partout sur les réseaux. Et j'avais donc une demande, mais qu'est-ce qu'on va faire? Alors je dis, écoutez, on va faire de la visioconférence. Et ça s'est très, très bien passé. Et alors, j'ai trouvé, et ça résume ce qu'on a eu comme réponse. Les proches aidants, que ce soit avant la crise ou après la crise, ils sont toujours autant désemparés, ils sont perdus et peu soutenus. Hein. Donc, alors, moi, je pense quand même que ça s'est quand même aggravé pendant la crise, parce que les proches ne pouvaient pas aller à la consultation comme avant. Ils ne pouvaient pas accompagner leurs proches pendant les séances de chimiothérapie. Et ça, je suis témoin parce que je l'ai vu de mes propres yeux. J'étais quand même aussi, il y a 20 ans et 10 ans, j'étais malade. Donc, j'étais soutenue par ma famille, ça, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, les résultats qui ont été présentés montraient que finalement, les personnes n'ont pas trop mal vécu la période de Covid. Ils n'ont pas. Non, les aidants n'ont pas. Oui, c'est ce que j'ai dit. Je dis, j'ai pas vu trop de différence. Oui. Et ils ont toujours les mêmes problèmes, hein, des problèmes de se sentir isolés et surtout manque d'information. Alors, du coup, notre association, avec les médecins, les oncologues qui animent, ils ont quand même des réponses à leurs questionnements, que ce soit pour les traitements. Surtout pour les traitements, pour comprendre ce que c'est que le cancer, comprendre ce que c'est que la chimio, la radiothérapie, etc. Et alors, en revanche, tout ce qui est... je rejoins Anoucha, parce que moi, personnellement, je veux le dire, ça fait 50 ans que je suis une proche aidant de mon fils, qui est handicapé. Donc, la MDPH, tout ce qui gravite... Bon, là, je vais pleurer. Excusez-moi. Je connais, quoi. Et pour moi, quand j'ai terminé mes traitements, que j'ai rencontré une oncologue qui m'a dit « Annie, il faut absolument que tu passes ton
ton diplôme de patiente partenaire à la Sorbonne. Je l'ai fait et voilà. Et maintenant, je continue, que ce soit à l'hôpital américain, que ce soit à la clinique, au centre de cancérologie de la Porte de Saint-Cloud, qui dépend de l'hôpital américain. Plus ce que je fais aussi, et c'est important. Maintenant, je ne suis plus une Parisienne, je suis une campagnarde. Et alors là, je suis tombée dans tout ce qu'on appelle les déserts médicaux. Et donc, j'ai rencontré des médecins, surtout des généralistes qui sont un peu perdus avec leurs patients ou leurs patients qui sont touchés par le cancer. Donc, on m'appelle, je parle, ou on fait des réunions, enfin, on se voit comme style café rencontre, etc. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Annie. Merci d'avoir partagé aussi ton témoignage. Merci. Alors, on va finir avec une vidéo qui est donc un enregistrement qu'on a fait il y a quelques jours de Johanna Rose qui viendra peut-être cet après-midi, mais qui ne pouvait pas venir ce matin, qui est donc infirmière de pratique avancée donc en cancérologie au centre de cancérologie de la Porte de Saint-Cloud, qui a été aussi aidante de son mari, qui a été emporté en fait en 5 mois par un cancer. Et donc, on lui a posé plusieurs questions. Je vous laisse découvrir son interview. Bonjour, Johanna Rose. Bonjour. Merci d'avoir participé à notre colloque. Et comme vous n'étiez pas présente, on vous a enregistré. Et je voulais, pour vous présenter, en fait, déjà vous dire qu'on est ravis d'avoir une infirmière qui accepte aussi de parler son expérience. Et en plus, vous avez une double expérience. Vous êtes infirmière au centre de cancérologie de la Porte de Saint-Cloud, mais vous avez aussi accompagné votre mari qui a été atteint d'un cancer des poumons. Et cette double casquette vous donne aussi un autre regard, puisque vous avez été donc aussi, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, aidante. Donc la première question que j'ai envie de vous poser, c'est avez-vous identifié des comportements particuliers qu'adoptent les aidants qui rendent visite à leurs proches dans le centre de cancérologie de la Porte de Saint-Cloud, là où vous exercez aujourd'hui, par exemple? Alors, tout à fait, oui. Les aidants, les proches qui sont soignés, qui sont malheureusement atteints d'un cancer, généralement, ils ont une attitude différente par rapport à leur situation professionnelle, par rapport à leur culture et par rapport à tout ce qu'ils vivent. Mais il y a quand même un fil conducteur dans la manière dont ils vont s'approprier la maladie de leurs proches. Parce que, quoi qu'on dise, ils s'approprient la maladie de leurs proches. Et ce qu'on peut retenir, c'est qu'ils veulent vraiment faire tout ce qu'il faut pour pouvoir aider au quotidien et que le soigné puisse avoir tout ce qu'il faut pour être dans son parcours de soins dans le meilleur des conforts. Après, en fonction de chacun, il y a des personnes qui vont plus ou moins s'investir, d'autres qui vont vouloir rester en retrait, d'autres s'impliquer beaucoup plus fortement en essayant de comprendre, en essayant d'avoir des réponses. Et pour avoir des réponses, ils vont aller chercher soit sur les plateformes Internet ou alors essayer de demander aux soignants. Alors, vous dites que justement, vous êtes là pour leur apporter des réponses. Alors, est-ce que vous pouvez préciser justement le rôle que vous avez auprès des aidants? Lors de la consultation d'annonce, moi, je reprends avec le soigné le traitement qu'il va avoir. Ils sont souvent accompagnés de leurs aidants, du proche aidant, pour pouvoir expliquer les effets secondaires, les effets indésirables. Ma position en tant qu'infirmière et en tant qu'infirmière de pratique avancée permet d'avoir une expertise et avoir des mots qu'ils peuvent comprendre par rapport à tout ce que le médecin aurait pu leur expliquer sur la maladie, sur le traitement. Et c'est ce que moi j'avais remarqué en tant que de l'autre côté de la barrière, que souvent les gens ils donnent les médecins donnent des mots très très compliqués qu'on ne comprend pas. Alors justement, est-ce que votre expérience professionnelle vous a aidé à assumer votre rôle d'aidante pendant la maladie de votre mari? Vous venez justement de dire que vous vous êtes rendu compte que vous étiez de l'autre côté de la barrière
combien c'était peut-être compliqué pour les aidants et même d'ailleurs pour le malade de comprendre ce qui était dit. Alors, est-ce que vous, ça aussi, votre expérience d'aidante a eu un impact sur votre expérience professionnelle? Il y a un impact des deux côtés. Il y a une réciproque. Cependant, lorsqu'on se retrouve aidante, on oublie qu'on est professionnel de santé. C'est comme ça, voilà. Après, dans la sphère familiale, il y a quelque chose qui se passe forcément, on se retourne forcément vers moi professionnel. Donc, il y a cette double casquette. Et c'est à ce moment-là que vous avez décidé de continuer à avancer et faire justement cette formation, c'est ça? Vous m'aviez dit que vous avez fait une formation pour être infirmière en pratique avancée. Oui, comme je vous ai dit, quand on est proche aidant, quand on est aidant, on veut avoir des réponses. Et pour avoir des réponses, il faut s'instruire. J'avais la possibilité, c'est le planning, la temporalité, ça se mettait bien. Donc, j'ai décidé de faire ça comme ça pour pouvoir avoir des réponses et de pouvoir justement les communiquer après. Et cette formation m'a permis aussi de pouvoir comprendre et de faire des liens. Merci beaucoup, Johanna Rose, pour avoir accepté de témoigner et de témoigner avec cette double casquette. Et donc, nous allons reprendre le cours de notre réunion. Merci beaucoup. À vous. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des personnes qui auraient des questions pour en profiter? Oui. En fait, comment l'aider a soutenu l'aidant? La relation justement du soutien de l'aider à l'aidant, aussi pour madame, comment ça se réalise? Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se fait pas? Cette relation de soutien de l'aider à l'aidant. Merci. Comment son mari l'a soutenu? On verra si Anoucha peut répondre à cette question. C'est pour vous, Anoucha, si vous avez entendu la question. Oui, j'ai entendu la question. Vous m'entendez bien? Oui, si on vous entend. Oui, on vous entend. Oui, ok. C'est une bonne question. Comme je disais, je ne sais plus si c'était à Sandra ou c'était à vous pendant qu'on préparait cet entretien, mais il y a vraiment un soutien mutuel. C'est-à-dire que pour moi, c'était difficile. J'ai pas du tout accepté que j'allais mal. C'était d'ailleurs aussi un problème. Et un autre conseil en passant, c'est vous avez le droit d'aller mal en tant qu'aidant. C'est pas parce que vous n'êtes pas malade que vous devez absolument aller bien tout le temps. Moi, c'est quelque chose que j'ai mis longtemps à comprendre. Donc évidemment, il y a eu des moments d'incompréhension. Déjà parce que mon mari et moi, on n'avait pas du tout la même réaction au cancer. Lui, il était beaucoup plus positif et lui, il n'a pas fait de dépression déjà. Donc voilà. Donc il y a eu des moments où lui ne comprenait pas forcément ce que je ressentais et moi, je ne comprenais pas forcément ce qu'il ressentait. Mais on a toujours réussi à beaucoup communiquer sur ce qui se passait. Et donc, je pense que le soutien mutuel, il venait de là, en fait, du fait qu'on se disait toujours les choses et on gardait rien pour nous. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a réussi à se soutenir l'un l'autre. Et il y avait toujours, si lui, il y a des moments où il craquait un peu, parce que il n'était pas non plus tout le temps bien, et moi, j'étais là pour lui, et ensuite inversement. Et lui, il m'a souvent dit que pour lui, le cancer, c'était facile, entre guillemets, parce que j'étais là, grâce à moi, tout était plus facile. Et que donc, pour moi, c'était plus difficile. Alors évidemment, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette interprétation, parce que c'était lui qui était en chimio, lui qui avait la stomie et tout. Mais donc, du coup, il y avait beaucoup de reconnaissance de sa part. Ça, c'est important aussi, je pense. Même maintenant, quand on lui en parle, il dit toujours « Anoucha, c'était mon rock, c'est elle qui m'a... » C'est elle qui a tout rendu facile et il y a eu beaucoup de reconnaissance de sa part. Donc je pense que c'est peut-être ça la réponse à la question. La façon dont il m'a soutenue, c'était la reconnaissance et voilà. Merci. C'est prêt? Je peux rebondir, Françoise, avec Anoucha. On n'a pas parlé, on n'a pas cité un mot, l'amour. Je vous dis ça parce que... c'est très important.
tous les proches aidants que j'ai rencontrés, il y avait un amour incommensurable face à la proche qui était touchée par le cancer. J'ai suivi pendant plus d'1 an une proche aidante. C'était toutes les semaines, elle me téléphonait, elle me réveillait même à 6h du matin quand elle allait mal. Et ben, je la prenais. Et ça, malheureusement, ça s'est mal terminé. Il est décédé il y a quelques semaines. Et elle m'a avertie par un message en me disant « L'amour de ma vie m'a quittée ». Et maintenant, je ne l'ai toujours pas eu au téléphone en direct. Elle m'envoie de la musique, elle m'envoie des chansons qui ont une résonance sur l'amour, sur la vie tout là-haut. Et ça, je voulais vraiment vous dire qu'il y a énormément d'amour auprès de ses proches aidants. Et je crois que voilà, c'est très, très important. C'est tout. C'est sûr, c'est certain. Eh bien, on va s'arrêter là parce que la matinée n'est pas terminée. Merci encore d'être venu témoigner. Merci, là aussi c'est très riche. Hein. On peut de temps en temps substituer aidant à rock. Hein. C'est un message fort. Merci Françoise.